Pour vendre du conseil, il faut donner du conseil. Et donc en fait, si on donne du bon conseil, les mecs a priori vont dire ces mecs ils ont pas l'air trop cons, j'aimerais bien travailler avec eux et je vais les questionner. Et donc c'est comme ça que ça se passe en fait. La clé en fait, c'est-à-dire d'abord tu crées la valeur aux gens et après t'espères à un moment donné que ça retombe. Donc tu vois plus on est sur du long terme. Bonjour à tous et bienvenue dans Les Gros Mots. Je m'appelle Gérald Faure et je suis l'animateur de ce podcast. Chaque semaine à mon micro, je reçois de gros invités. Ce genre d'invités avec qui on a de grandes conversations sur de gros sujets. Ici, on parle d'entrepreneuriat, de finances perso, mais également de tendances de société. Pour ça, évidemment, on va utiliser plein de mots, parfois même des gros mots. Mais nous ne nous en veux pas parce que peut-être qu'ici, tu entendras le mot ou la phrase qui te permettra d'avoir le gros déclic dans ta vie pro ou dans ta vie perso. Si tu veux rejoindre cette grande aventure, clique sur le bouton pour t'abonner. Et maintenant, je te souhaite un bon et gros épisode. Bonne écoute. Alors, devinez de quoi on a parlé avec Vincent le jour où on s'est rencontrés, le jour où Romain Collignon, d'ailleurs que je salue et que je remercie pour cette introduction, devinez de quoi on a parlé là, au lieu de préparer notre épisode, on a parlé. Vincent, tu viens de Toulouse, je suis de Bordeaux, on a parlé de rugby, évidemment. C'était évident, je vois pas de quoi on aurait parler d'autre. À part des bouchons, là on vient d'en parler un peu aussi, on a deux villes très embouteillées. Mais voilà, donc on a beaucoup parlé de rugby, mais ça va pas être le sujet d'aujourd'hui. On peut en parler un peu, je sais pas. Vincent, tu veux qu'on parle de quoi aujourd'hui? Écoute, on peut parler de plein de sujets d'entrepreneuriat et de plein de choses. Effectivement, si on parle rugby, je pense qu'on va y passer des heures et en fait, on sera jamais d'accord puisqu'il n'y a qu'une seule équipe, c'est Stade Toulousain. Donc, une fois qu'on a dit ça, on peut passer à autre chose. Non, mais plus sérieusement, moi, je suis ravi d'être là, Gérald, et merci beaucoup pour l'invitation. Et effectivement, merci Romain pour la mise en relation. Et je pense qu'il y a plein de sujets super intéressants. À la fois sur des sujets que nous on traite au quotidien, qui sont vraiment liés à ces marques digitales, à leur croissance et comment elles se développent, mais aussi plus largement comment on crée une boîte autofinancée qui doit être rentable et qui doit continuer à l'être et qui se développe fortement. Et donc comment on structure un peu tout ça. Moi je suis dispo pour parler un peu de tout et je me laisse guider par ce que tu as envie de faire. Bon, trop bien. Merci en tout cas d'être là. Ça me fait super plaisir et on a pas mal de relations en commun parce qu'il y a quand même pas mal d'invités du podcast qui travaillent avec toi, qui sont dans tes groupes, qui sont dans tes communautés. Donc je pense notamment à Willow, à Emeric que tu fréquentes. Et donc du coup, par rapport à tout ça, est-ce que tu peux nous expliquer ce que tu fais dans la vie? Ouais, bien sûr. En fait, petite historique, ça fait un peu plus de 10 ans que je suis entrepreneur globalement dans l'e-commerce. Et ma dernière boîte, en fait, c'est Digital AT Group. C'est un groupe de conseil en stratégie et en opération dédié aux marques retail et consumer. Donc, en gros, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au quotidien, on peut accompagner des clients de toute taille, donc des jeunes marques et plus principalement des ETI, des corporates et des fonds d'investissement dans on va dire, trois sujets. Le premier, c'est des sujets d'accélération, c'est-à-dire on a déjà un business qui est lancé, qui existe en e-commerce, mais on est là pour l'accélérer. Donc, en analysant les KPI, en plaçant des directeurs e-commerce à temps partagé, en mettant en place des logiques de CRO. Deuxième chose, c'est des stratégies d'innovation. Donc là, j'ai envie d'innover, j'ai envie de lancer un nouveau canal de distribution, j'ai envie de m'internationaliser, j'ai envie de toucher une nouvelle génération de consommateurs. Et donc là, on va réfléchir à quels sont tous les moyens de le faire et d'innovation. Et enfin, vraiment un sujet très financier où on accompagne de plus en plus les corporates et les fonds d'investissement dans leur analyse stratégique de dossiers consumer dans lesquels ils souhaiteraient investir ou acquérir. Je me permets juste d'interrompre l'épisode pendant quelques secondes. Comme vous le savez, ce podcast, c'est une équipe derrière pour le produire, c'est du temps et c'est des moyens. En contrepartie de ça, si vous voulez nous remercier, nous féliciter ou nous encourager, vous avez simplement à mettre un like sur YouTube ou 5 étoiles sur Apple Podcast. Comme vous le savez, ça amène plus de visibilité, plus de notoriété et encore plus d'invités pour les prochains épisodes. Je vous laisse reprendre l'épisode et je vous remercie d'avance pour votre like ou vos 5 étoiles sur Apple Podcast. Bonne écoute. Trop bien. Bon, on va parler de ce troisième point. Alors j'ai plein de questions par rapport à ça, mais je vais commencer par ça et puis on en parlera ensuite en fin d'épisode. J'ai l'impression que il y a de plus en plus de VC qui s'intéressent au monde au DNVB de manière générale. D'ailleurs, on va peut-être commencer par définir le DNVB si tu veux bien. Et j'ai l'impression que ça permet un peu de rationaliser leurs investissements puisque on a un espoir de rentabilité quand même. J'ai l'impression que ça rentre en ligne de compte alors que ça ne l'était pas jusqu'à maintenant. Et que la startup technologique, en fait, cet espoir de rentabilité est quand même assez lointain. La DNVB, c'est quand même plus rationnel en termes en termes de profitabilité pure et dure. En fait, je suis d'accord avec toi. Clairement, en fait,
Le modèle, si on revient sur le modèle de la DNVB, ça veut dire quoi? C'est un acronyme assez insupportable qui veut dire Digital Native Vertical Brand. Donc en gros, ça veut dire quoi? C'est des marques qui historiquement se lançaient exclusivement en e-commerce et utilisaient tous les réseaux sociaux. Dire ça aujourd'hui, c'est un peu désuet, puisqu'en fait, toutes les marques historiques et les nouvelles marques le font. Donc en fait, ces marques-là ne vont pas se différencier par le fait d'être digitales, elles vont se différencier sur deux leviers. Le premier, c'est qu'elles restent en grande majorité, une grosse part de leur chiffre d'affaires étant direct to consumer, c'est-à-dire elles vendent directement aux consommateurs. Donc moi, dans ce D, c'est plutôt ça que j'utilise. Et la deuxième chose, c'est la data. C'est que du coup, comme elles vendent directement aux consommateurs, elles ont un volume de data colossal, une relation unique avec le consommateur qui fait que du coup, elles ont une singularité assez forte. Et donc, une fois qu'on a dit ça, en fait, ces boîtes-là, par définition, en fait, c'est des boîtes qui sont à l'inverse des boîtes tech. Et je vais prendre des exemples très concrets. C'est qu'aujourd'hui, toutes les exits qu'il y a eu en France sur ces boîtes-là, des Jimmy Fairly, des Secret Loli, des Blissim, des Teddy Bear, c'est des Easy Peasy. Donc des marques qui quand même dépassent les 50, qui sont entre 50 et 100 millions d'euros de chiffre d'affaires. C'est des marques qui l'ont fait auprès de fonds d'investissement, mais pas de fonds d'investissement de croissance à perte, des fonds d'investissement qui investissent sur des marques rentables et donc elles sont valorisées sur un multiple de rentabilité. Donc elles sont pas valorisées sur ah mais tu perds ton argent mais je sais qu'un jour ton multiple de chiffre d'affaires sera non, c'est même pas un multiple de chiffre d'affaires, c'est un multiple de rentabilité. Et donc en fait ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'effectivement tu as de plus en plus de fonds qui viennent voir ces modèles, mais ce ne sont pas les mêmes fonds que ceux qui investissent en fait dans la tech. Parce qu'en fait ce n'est pas du tout les mêmes rationnels. Dans la tech, et ça effectivement ça n'existe pas dans les DNVB, tu ne peux pas avoir chez une DNVB une marque qui en 4 ans va faire 300 millions d'euros de CA, parce qu'en fait, il faut qu'elle produise les produits, il faut qu'elle ait le BFR pour le faire. En fait, dans tous les cas, ça n'existe pas et c'est pas possible. Et donc ça, mine de rien, les multiples de valorisation que tu as dans la tech, espérer, parce que c'est toujours pareil, le taux d'échec est beaucoup plus important, mais espérer, on peut pas le retrouver chez les DNVB. En revanche, c'est des marques qui, sur le long cours, donc tu vois, toutes les marques que je t'ai évoquées tout à l'heure, c'est des marques qui avaient une dizaine d'années. Donc ça ne s'est pas fait tout seul. Mais par contre, c'est des marques qui ont des taux de rentabilité très intéressants quand elles sont bien travaillées et qui ont du coup des super valorisations. Très clair. Et est-ce que justement dans ces DNVB, tu disais tout à l'heure que l'acronyme du coup c'est vraiment digital natif, mais aujourd'hui ces DNVB, j'en parlais avec Willow, j'en parlais avec Emeric quand ils sont passés sur le podcast, ils vont pas faire du digital exclusivement en fait. J'ai l'impression qu'ils se redistribuent, enfin ils distribuent, ils sont pas que sur leur Shopify quoi. Ils vont distribuer de manière traditionnelle, ils se rapprochent de quelque chose de traditionnel, j'ai l'impression. Mais tu vois, c'est super intéressant. Tu vois, là, on publie ce matin, au moment où on se parle, en tout cas, alors peut-être pas au moment où on publiera le podcast, mais au moment où on se parle, le baromètre 2023 des DNVB françaises. Et effectivement, en fait, ce qu'on voit, c'est trois choses de manière assez macro. C'est qu'il y a de plus en plus de marques. En 2019, il y en avait 349, il y en a 721 maintenant en France. Donc, tu as quand même un taux de croissance qui est assez fort. C'est des marques qui ont une croissance de chiffre d'affaires qui est supérieure en fait à la croissance marché historique. Donc tu vois, c'est des marques qui lors du Covid faisaient 70% de croissance alors que le marché faisait plus 1%. Et l'an dernier, le marché fait moins 8 et ils font plus 20. Donc c'est quand même des marques qui surperforment. Et le troisième point, c'est qu'en fait, le modèle des marques historiques et des DNVB convergent. C'est-à-dire que les marques historiques se sont lancées exclusivement sur le retail et commencent à avoir une poids d'e-commerce de plus en plus importante. Et les marques DNVB se sont lancées exclusivement en e-commerce. Et aujourd'hui, tu as 30% de leur chiffre d'affaires déclaratif, en tout cas, qui est fait en retail, en physique. Donc, en fait, c'est des marques qui, en fait, c'est juste un équilibre inversé aujourd'hui. C'est-à-dire, les marques historiques veulent avoir 30-40% de leur chiffre d'affaires en e-commerce et les marques, la nouvelle génération de marques veut, pareil, avoir 30, 40, 50% de chiffre d'affaires en retail. Et donc, en fait, finalement, les modèles convergent et bientôt, on ne dira pas marque historique et DNVB, on dira juste, ce sont des marques et certaines avec une cible plus jeune, d'autres plus anciennes, etc. Mais globalement, effectivement, les modèles convergent assez fortement en ce moment. Trop bien. Alors déjà, je tiens à m'excuser, je dois avoir un enterrement à côté de chez moi, j'ai l'église qui fait que sonner, je sais pas si ça s'entend au micro, c'est le charme de mon village d'avoir l'église, mais du coup, quand on tourne des podcasts, c'est pas idéal. Donc désolé si vous entendez ça, j'essaie de couper mon micro quand je suis pas en train d'intervenir. Du coup, c'est très clair, merci. Et donc du coup, comment tu définis justement une marque en DNVB? Parce que tu nous dis 349 puis 700 et quelques, c'est quoi pour toi les critères pour entrer dans ce scope-là? Ben, c'est un super bon point parce qu'en fait, effectivement, il y a 10 ans, 5 ans, c'était très facile de les classifier puisqu'en fait, c'était des marques, comme leur nom l'indique, exclusivement e-commerce. En fait, aujourd'hui, on peut pas les classifier de manière si, on va dire, simple. Et donc, en fait,
moi, ce que j'ai tendance à dire, c'est que il faut prendre le côté digital native, c'est-à-dire que c'est des marques qui vont, dans tous les cas, vont naître en e-commerce et qui vont avoir un poids d'e-commerce beaucoup plus fort que les marques traditionnelles et qui, du coup, vont aussi, en grande majorité, nous, aujourd'hui, tu vois, la cible moyenne des 720, la cible moyenne des clients des 721 DNVB en France, c'est 33 ans. Donc, en fait, c'est des marques qui sont créées par des millennials et qui sont aussi vendues à des millennials. Donc, en fait, c'est pour ça que, globalement, ces marques-là, maintenant, moi, je les appelle de moins en moins DNVB ou construits. En fait, c'est juste la nouvelle génération de marques qui utilisent les nouveaux codes d'aujourd'hui. Et d'ailleurs, un chiffre qui, je trouve, d'un point de vue société, est super intéressant, c'est que aujourd'hui, 48% des CEO de DNVB sont des femmes et 75% des équipes d'associés sont composées de femmes. Et ça, je trouve que c'est un élément extrêmement important parce que ça montre une chose très claire, c'est que finalement, ces DNVB-là, sur l'aspect entrepreneurial et répartition hommes et femmes entre associés. Sur finalement le côté production, c'est des marques qui sont beaucoup plus engagées d'un point de vue éco-responsable, c'est des marques qui produisent beaucoup plus localement. Sur le fait qu'elles sont distribuées en e-commerce, sur le fait qu'elles utilisent tous les nouveaux outils digitaux, en fait, c'est juste des marques qui sont d'une nouvelle génération. C'est une nouvelle génération d'entrepreneurs qui utilisent les nouveaux codes, et qui du coup, par définition, sont en capacité de faire des choses que les marques historiques ne peuvent pas faire, comme de la précommande, comme inclure leur communauté dans la création de produits, etc., etc. Et donc, en fait, elles ne sont plus définies de manière si basique, ça serait faux de le dire, mais par contre, elles ont des critères distincts assez forts. Ça me parle ce que tu dis parce que la semaine dernière, j'ai enregistré avec Sixtine Moulet-Berthaud du Crayon. Et on faisait un épisode sur justement l'entrepreneuriat féminin et on se pose la question au moment de savoir est-ce qu'il y a des business qui ressemblent plus aux femmes, qui sont plus à destination des entrepreneurs femmes. Et on n'avait pas eu vraiment de réponse à ça et donc du coup, tu viens de la donner. C'est comme si on avait une extension de cet épisode. C'est hyper intéressant. Du coup, merci pour ça. Et du coup, ok, très bien. Et c'est très français. Est-ce que tu vois dans ton étude, est-ce que tu compares avec d'autres cultures, peut-être les Américains, parce qu'on parle toujours des Américains quand on parle d'entrepreneuriat. Ils sont comment par rapport à tout ça? Alors en fait, il faut clairement le modèle et le nom, il a été inventé par Andy Doon, qui est le fondateur de Bonobos aux US. Et donc en fait, tu as aujourd'hui, comme dans la tech, finalement, beaucoup de DNVB qui en fait sont inspirés de modèles US, mais pas que. Et donc en fait, clairement, ce phénomène-là de nouvelle génération de marques, en fait, il est clairement pas français, il est clairement pas qu'américain. On en a au Canada, il y en a en Autriche, il y en a au Portugal, il y en a en Espagne, il y en a partout. Les différences que l'on voit, c'est notamment dans la répartition de catégories de ces marques-là qui sont lancées. Typiquement en France, les poids les plus importants quand tu fais la répartition de ces marques-là, ça va être l'habillement, la joaillerie et la beauté, qui sont des marques, enfin des secteurs qui historiquement, notamment si on prend le luxe, sur lequel la France est très forte. Et donc en fait, c'est ça qui est assez intéressant, c'est qu'on va voir, typiquement aux US, tu as beaucoup de marques de sport, de DNVB de sport qui arrivent à percer, on n'en voit aucune en France, en tout cas qui arrivent vraiment à dépasser des gros volumes, encore en tout cas. Et donc vraiment, c'est ça plutôt la distinction que l'on voit, c'est que leurs clés de succès sont sensiblement les mêmes. En revanche, les catégories de répartition en fonction des pays sont différentes par finalement, on va dire, la culture historique du pays et, qui est associée, et aussi les capacités de production. Très clair. Et j'ai l'impression aussi que quand on dit DNVB, très souvent, on connaît le créateur, on connaît le fondateur. Il y a vraiment une notion de personal branding aussi derrière ça. Toi, justement, dans tes activités, tu as un club où tu rejoins, où tu rameutes un peu tous ces acteurs francophones. Le poids du personal branding dans la création d'une DNVB, c'est important ou tu penses que non, c'est juste un faux signal que j'ai là? Non, clairement, en fait, tu as deux choses. En fait, c'est comme tout. Moi, j'ai tendance à dire que dans les DNVB, tu as certaines fondations de clés de succès. Et très honnêtement, contrairement à ce qu'on peut penser, mais par rapport à toutes les marques que l'on voit, le branding n'en fait pas partie. En fait, le branding est quelque chose qui va accélérer la marque, qui va l'aider à l'accompagner, qui peut être un hack, comme d'ailleurs la personnification de la marque. On le voit notamment sur des marques comme Emery que tu as reçu de 900 Care, comme Justine Hutto de Respire, des marques qui sont très mises en avant et très personnifiées. Mais à l'inverse, on a des marques qui cartonnent et on ne connaît même pas les fondateurs et ça marche très bien. Donc en fait, tu as vraiment les deux. Et nous, dans les clés de succès de ces marques-là, très souvent,
ce n'est clairement pas un point que l'on met en avant, parce que c'est aussi en fait une dépendance. C'est-à-dire aujourd'hui, et j'espère qu'il leur arrivera rien, mais quelque chose arrive à Emery, quelque chose arrive à Justine, quelque chose arrive à Guillaume, fille français, mais le poids de la marque, par définition, perd de la valeur parce que le nom est associé à la marque. Leur nom est associé à la marque. Et donc c'est un hack de croissance, mais ce n'est pas une clé de réussite. Je distingue en fait les fondations qui font qu'une marque peut performer, vs les actions tactiques que l'on peut prendre pour y arriver. Et effectivement, par exemple, dans le cas de Justine Hutto, qui a vraiment été la première, en tout cas, à le craquer sur LinkedIn au départ, c'est extraordinaire et c'est un hack extraordinaire. Et franchement, beaucoup de gens ont essayé de les copier et personne n'a réussi à faire aussi bien qu'eux. Donc franchement, c'est un truc de fou. En revanche, ce n'est pas ça qui fait la fondation d'une marque. Vraiment. Et donc, en fait, c'est souvent ce qu'on nous demande, ce qu'on nous pose comme question, mais quel est l'impact? Et nous, quand on fait, notamment quand on analyse la marque pour des fonds d'investissement, ils vont nous dire, mais quel est le poids de risque sur la notoriété des fondateurs liés à la marque? Et parce qu'en fait, c'est un vrai sujet. C'est un vrai sujet. Quand tu investis dans une marque où 80% du trafic vient du réseau social ou de la mise en avant du ou des fondateurs, bah, il y a un sujet. C'est-à-dire que déjà, si par malheur tu veux virer le fondateur, bah, tu perds 80% de la valeur. Du coup, tu le fais pas. Tu vois. Est-ce que justement, pour une marque qui veut exit ou qui veut faire rentrer un fonds, tu conseilles de mettre d'y aller mollo, tu lui dis ok très bien, par contre incarne un peu moins ta marque, est-ce que tu peux lui demander de changer quelques points toi enfin lui demander, lui conseiller, du coup c'est ton marque, enfin c'est ton ouais, parce que moi, effectivement, après c'est pas ma marque. Moi, ce que je considère, c'est que l'entrepreneur, sauf en fait, tu as deux façons. Tu as les fondations de la marque et après les opérations tactiques. Si pour X ou Y raison, tu es influenceur ou tu ne l'es pas, mais le mets, c'est parce qu'au départ, Justine, je crois qu'elle avait 15-20 000 abonnés sur Instagram. Enfin, je veux dire, ça ne devait pas avoir autant d'impact que ça a eu. Oui. Et donc, si tu penses que tu peux avoir un hack très court terme, utilise-le à 200%. En revanche, sur le long terme, nous, ce qu'on conseille, c'est que les fondateurs soient mis en avant, mais de manière authentique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur le site, ils expliquent leur marque, leurs produits. Ça veut dire que tu as des vidéos réseaux sociaux où effectivement, ils vont aller dans les usines, ils vont parler aux clients, ils vont l'expliquer. Mais c'est une très grande différence de faire ça. Donc, tu mets un peu en avant ta marque, mais en étant expert, que, en fait, ta marque, c'est toi. Il y a des marques qui vont tellement loin qu'en fait, la personne, elle est sur les PLV, elle est sur les fiches, elle est sur les packaging. Là, c'est difficile. Enfin, tu vois, c'est autre chose. Et donc, du coup, nous, ce qu'on conseille, c'est que notre travail, nous, c'est comment on fait en sorte qu'il y ait les fondations suffisantes pour que le business puisse accélérer. Et donc, quand on dit ça, ça veut dire que tous les freins et les contraintes à la croissance ou à la décroissance doivent être enlevés ou on va dire, limités. Et pour nous, à part le fait d'accélérer d'un coup, c'est un risque, plus qu'autre chose, sur la durée. Très clair. Et en plus, et je rajouterai quelque chose là-dessus, c'est que ça a une fin en soi. C'est-à-dire toutes les marques qui ont été poussées par des hacks d'entrepreneurs très visibles ont tous eu un plafond de verre plus ou moins haut. Parce qu'en fait, à la fin des fins, comme tout influenceur, ben en fait, ta portée, elle est limitée. Elle a beau grossir, ben à un moment donné, ton message, les gens l'ont vu. Et donc, en fait, c'est ta marque qui doit se renouveler, c'est ta marque qui doit exister, ce n'est pas toi. Et trop lier une marque à son fondateur ou à sa fondatrice, aussi du coup d'un point de vue valorisation, d'un point de vue de branding, d'un point de vue de plein de choses, c'est un hack extraordinaire au départ, mais qui doit être dérisqué très rapidement. Le sujet, je trouve, il est vraiment qu'en fait, au début, tu ne vois que le positif. Et en fait, nous, notre travail, c'est pour ça le conseil en stratégie, c'est souvent ça. Et c'est pour ça que parfois on est des gens pas toujours très sympas. C'est qu'en fait, notre travail, en fait, c'est pas juste de dire ce qui va bien aujourd'hui, mais c'est surtout de dire ce qui va pas et quels sont les risques associés dans les 12-24 prochains mois, quoi. Et ça fait partie des risques. Et c'est effectivement des sujets que les corporates et les fonds d'investissement regardent, sachant qu'en plus, tous ces gens-là, quand je dis ces financiers, ces corporates et ces fonds d'investissement qui pourraient investir dans des marques, regardent bien évidemment la capacité de la marque à se développer au niveau international. C'est une des clés extrêmement fortes. Et ça marche plus. Le hack de départ d'une marque qui a été très visible par son fondateur n'est pas duplicable à l'international. Aucune marque ne l'a prouvé, donc je ne dis pas que ça ne peut pas exister, mais aucune marque ne l'a prouvé. Parce que repartir sur une communauté de zéro dans un nouveau pays, bah déjà, on ne part pas avec sa propre communauté, c'est différent, c'est autre chose. Donc en fait, les clés de succès du lancement de la marque ne sont pas duplicables dans un autre pays. Donc par définition,
en fait, ben, il y a un risque. Donc, Ouais, une bien fois de sûr. plus, c'est très important et c'est super pertinent quand on peut le faire au départ, mais il faut très vite en fait switcher sur un modèle pour le coup plus classique et d'indépendance vis-à-vis du fondateur, ou en tout cas de la visibilité que le fondateur veut donner. Mais Guillaume de l'Emlist, Guillaume Loubech, a justement lui shifté et a communiqué qu'en anglais après, etc. Ben, moi, je me suis senti un petit peu délesté. Je comprends très bien l'anglais, j'ai pas de problème avec ça, mais je me suis senti un peu abandonné, tu vois. En tant que fan du bonhomme, de ce qu'il racontait, parce que c'était pertinent, et donc du coup fan dans le sens, je lisais tout ce qui sortait, etc. Hein. Pas groupie, mais en tout cas, je me suis senti un peu moins, ouais, un peu moins ciblé du moins. Ouais, après, tu vois, c'est une fois de plus là où c'est différent, c'est que Guillaume, sa boîte, elle est extraordinaire, mais globalement, demain, il n'y a pas Guillaume, il y a du revenu recurring. C'est vrai. Hmm. Donc globalement, demain, il s'arrête de publier et de faire, de ramener du trafic par sa notoriété. Il y a très certainement moins de leads, ok, mais il n'y a pas moins de churn à mon avis. Et donc du coup, en fait, tu as une base de business qui est extrêmement saine, avec lui ou sans lui. Quand tous les jours, quand tu es une DNVB, tu dois aller chercher du chiffre d'affaires supplémentaire, bah du coup, tu perds ton fondateur, c'est différent parce que t'as pas ou peu de MRR, quoi. Hmm. Et donc du coup, c'est différent. Et après, le sujet que tu évoquais effectivement de l'anglais, ça, c'est toujours pareil. On est sur LinkedIn, c'est un réseau social international, c'est plus Viadeo. Et donc du coup, quand à un moment, mais ton chiffre d'affaires est très majoritairement international, ça me choque Bien pas sûr. qu'on parle international. Tu vois, tu vois par exemple le CEO Alexandre Bompard de Carrefour, mais sur LinkedIn, il va parler tout le temps en français, alors qu'il a du business à l'international, mais le business majoritaire, il reste français. Et à l'inverse, tu as d'autres patrons qui ont un business plus international et qui parlent en anglais. Donc, je pense que tout ça, dans tous les cas, je pense qu'il y a peu de gens qui le font juste par kiff, ils le font par intérêt business. Et donc, du coup, ton intérêt business, moi, si DNG faisait 90% du CA aux US ou en Angleterre, je peux te dire, je ferais tout en anglais avec mon accent toulousain. Et ça passerait, tu vois. Là, aujourd'hui, c'est pas le cas. Donc, du coup, ben, je fais tout en français. Hmm, très clair. On a beaucoup parlé de ton sujet, de ce que tu traites au quotidien, mais du coup, comment tu le traites? Parce que il y a plusieurs activités dans ton activité. Tout à l'heure, j'abordais brièvement le club. Et en fait, ce que j'ai adoré dans l'épisode que tu as fait avec Romain, c'est ce côté où tu t'identifies un vrai pain point dans la création d'une boîte de conseil. Et du coup, tu décides vraiment de travailler ça. J'ai adoré. Et donc, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu cette histoire, ton ressenti de manque de réseau au moment où tu as lancé le truc? Comment tu as identifié ça et est-ce que l'idée du club, elle t'est venue de suite? Ce qui m'intéressait, c'est d'avoir ton cheminement pour créer un truc comme ça que je trouve brillant en fait. Rien, c'est très gentil, mais en fait, le sujet, pour tout te dire, je pense il est vraiment basé sur mon expérience historique en fait de ma première boîte. C'est-à-dire que ma première boîte, globalement, on l'a fait pendant 6 ans et on l'a vendue, mais franchement, on l'a vendue une main devant, une main derrière parce qu'elle n'était pas rentable et parce que c'était compliqué. C'était un modèle de marketplace qui fonctionnait pas, mais qui était déjà avec des NVB, mais qui ne fonctionnait pas suffisamment. Et donc, en fait, après avoir pris un peu de temps, tu vois, j'ai vraiment pris le temps de me dire, OK, mais qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, qu'est-ce que j'ai cartonné, qu'est-ce que j'ai vraiment mal fait et qu'est-ce que j'aime faire et ce dans quoi je suis bon. Et en fait, à la fin, il en est résulté plusieurs choses. Déjà, j'avais pas envie d'avoir une dépendance à des investisseurs et donc du coup, j'avais envie de créer une boîte rentable, quitte à ce qu'elle soit plus lente et plus petite. Deuxièmement, j'avais pas envie, tu vois, quand tu es une marketplace, je trouve que tu as très peu, en tout cas dans mon cas, je maîtrisais très peu la chaîne de valeur. C'est-à-dire la tech, je l'avais pas en interne, les réseaux sociaux d'acquisition, c'est pas moi. Enfin, tu peux les gérer, mais en vrai, ils changent l'algo, t'es mort. La logistique, c'était Marc qui envoie le produit, qui le gère. Donc en fait, dans la chaîne de valeur, tu n'avais pas grand-chose. Donc je voulais quelque chose que je maîtrisais beaucoup plus. Et donc le conseil, effectivement, tu recrutes tes collaborateurs, tu les formes. Donc déjà, sur tout ce que tu délivres toi, tu le maîtrises. Et après, tes clients, quand ça fonctionne bien, tu peux même les choisir. Donc pareil, tu choisis avec qui travailles. Donc en fait, tu maîtrises une grosse partie de la chaîne de valeur. Et enfin, au départ, j'avais recruté que des juniors. Et du coup, que des gens à qui je devais apprendre plein de choses que moi-même, je ne savais pas. Et donc, en fait, là, je me suis promis que les premières années de ma prochaine boîte, toute la rentabilité serait investie sur des profils A-player, plus seniors, dès le départ, et qui, du coup, sont meilleurs que moi sur la plupart des sujets. Et donc, en fait, c'est ce que j'ai fait. C'est-à-dire, et c'est effectivement ce que j'évoquais un petit peu avec Romain, c'est que comment, dès le départ, et d'ailleurs, le livre de Netflix sur la gestion RH, je trouve, est super intéressant là-dessus,
C'est en fait les A players, mais du coup, amènent d'autres A players et en fait te permet de scaler beaucoup plus fortement. Donc en fait, au départ, on n'était pas beaucoup, mais chaque collaborateur qui rentrait, et j'ai commencé par des gens qui avaient entre 30 et 40 ans, méga solides, donc il y avait mon âge ou plus, parce que j'ai vieilli entre-temps, mais surtout qui avaient une expérience soit humaine, soit technique, soit sectorielle, beaucoup plus riche que moi et qui étaient meilleurs que moi. Et donc en fait, moi, mon taf au quotidien, ce n'est pas de les manager, c'est de leur donner les outils qui leur permettent de performer et de se développer et de s'éclater. Donc en fait, la relation est totalement inversée. Et je pense que c'est l'une des clés qui fait que DNG, pour le moment, continue de croître. Alors après, tu as d'autres emmerdements parce que gérer un pool d'associés, c'est pas évident. Mais ça, c'est l'une des clés, majeures. Juste avant de parler de tes associés, tu mets le point sur un truc là, ça vient enfin, je viens de comprendre un truc. On se bourre le chou sur la marque employeur à chercher des trucs, voilà, des trucs de ouf. Alors que tu l'as dit, le meilleur façon d'avoir des players, c'est déjà d'en avoir. Et donc, du coup, en fait, les gens qui sont dans ta boîte te permettent de recruter des gens à qui ils ressemblent, en fait. C'est un petit peu ça, ce que j'entends. Et en fait, c'est toujours pareil, c'est que, en fait, surtout dans notre métier, mais je pense que de manière globale, c'est assez lié. C'est-à-dire que, et attention, je vais dire un truc, c'est, on recherche des players, mais qui ont deux choses, et tout le monde doit avoir ça chez DNG. Un savoir-être qui nous correspond. On recrute en premier lieu sur un savoir-être. Et ça ne veut pas dire que le nôtre est bon, ça veut dire juste qu'on a qu'on a une culture, qu'on a des valeurs. On n'est pas obligé de les aimer, mais en tout cas, il faut y adhérer. Sinon, ça ne fonctionne pas et ça va typiquement, je dis un truc tout con, mais moi, les mecs qui sont brillants mais qui font la gueule toute la journée, je peux pas, ça marche pas, quoi. Donc, donc il faut des gens souriants, qui ont envie de bosser, et voilà. Et deuxièmement, c'est qu'il y a une cour d'apprentissage extraordinaire. Dans nos métiers, tu arrives en étant une star, 6 mois après, potentiellement, tout ce que tu savais, tu es un expert de TikTok. TikTok est interdit par les autorités gouvernementales, tu ne sers à rien. Donc, en fait, aujourd'hui, c'est comment tu as des gens qui fit à tes valeurs, qui ont des bonnes expériences, des bons mindsets, mais qui en plus ont une capacité et une volonté à avoir une cour d'apprentissage très forte et accélérée. Et donc ça, c'est ça qu'on essaie, on va dire, d'assesser le plus vite possible en entretien, mais aussi quand ils nous rejoignent. Et effectivement, quand tu as ça, et quand tu arrives à le faire, ça ne veut dire pas, attention, on se trompe, comme souvent on est RH, c'est pas toujours facile, mais quand tu arrives à voir ça, ça crée une dynamique d'équipe, ça crée une dynamique de recrutement, mais ça crée aussi une dynamique client. C'est-à-dire, le client, il le sent. Tu vois, le client, il sent qu'il se passe quelque chose, il sent que tu vas plus loin que ce que tu avais demandé, parce qu'en fait, tu as juste envie, et parce que ça te fait marrer, parce que tu as envie d'apprendre des trucs. Le client, mais du coup, quand par hasard, il te rappelle en disant, mais j'aimerais vachement déjeuner avec ton associé, c'était bien l'échange, franchement, ça serait cool. Et, tu vois, et en fait, il faut créer ça, mais pour créer ça, il faut créer de la confiance, il faut pas micromanager, il faut même pas presque manager, en fait. Il faut créer un cadre qui permette à ces gens de s'éclater. Quand dans ta première expérience, tu disais que tu étais plutôt habitué à collaborer avec des juniors. Quand tu identifies le fait qu'en fait, c'est pas la team que tu as envie d'avoir et qui pourra te permettre d'avoir la boîte que tu veux. Mais par contre, du coup, tu dois aussi apprendre toi à gérer ce nouveau public qui, tu le dis, de tes mots, tu les recrutes parce qu'ils sont meilleurs que toi. Du coup, tout ça, ok, maintenant, mais tu t'en es rendu compte comment? Ça a été t'avais déjà des skills de management ou comment t'as appris tout ça? En fait, j'ai jamais lu un bouquin de management. Ouais, j'ai fait une école de commerce, mais en école de commerce, en vrai, t'apprends rien. Puis en plus, moi, je suis un mauvais élève, donc tu vois, j'apprenais rien. Je pense que tu as un lien humain qui est plus ou moins fort. Tu vois, moi, je suis quelqu'un qui est identifié comme étant en fait assez empathique parce que je ressens les gens. Ça veut pas dire que je suis pas dur, mais tu vois que je ressens les émotions, les trucs. Mais surtout, en fait, je trouve que le management, c'est comme l'entrepreneuriat, c'est d'apprendre tes erreurs. Et si tu as en capacité d'apprendre tes erreurs et d'avoir une cour d'apprentissage super forte là-dessus aussi, en fait, tu évolues très vite. Donc moi, j'ai pas des techniques de management. Par contre, mais depuis ma première boîte, et ça a été dur la première boîte parce que franchement, quand tu recrutes des mecs qui ont 2-3 ans de plus que toi, parce que ma boîte, j'avais 22 ans quand je l'ai créée, ou qui ont ton âge, en vrai, c'est chaud. Là maintenant, il paraît que j'ai 35 ans, mais il paraît que j'en fais 45, donc c'est peut-être plus facile, tu vois. Mais globalement, c'est apprendre. Et donc en fait, moi, ce qui fonctionne le mieux, je trouve, c'est la prise et la remontée de feedback continue. Et très souvent, on peut me dire des choses super dures, mais en fait, à partir du moment où c'est des choses bien dites et valables, en fait, à moi d'évoluer, quoi. Et donc en fait, là où je te rejoins et là où c'est difficile, c'est que je dois être un peu caméléon. C'est-à-dire que chacun de mes associés est différent. Chacun de mes associés a des triggers humaines qui sont différentes. Et donc, une fois que tu les as comprises et que tu les connais,
ben, tu joues et tu fais avec ça. C'est-à-dire, tu sais que tu as un associé qui a, par exemple, qui a un peu plus d'ego et qui est très sensible. Bah, si tu lui rentres dedans super violemment, tu sais qu'en fait, il va retenir que la forme et pas le fond, ça sert à rien. T'en as un autre, mais tu peux être super dur, lui il retient que le fond, la forme il s'en fout, et du coup tu peux y aller. T'en as d'autres, c'est entre deux. Et donc en fait, c'est ce lien humain, presque de couple, au final, très honnêtement, tu vois, d'apprendre à se connaître, à se sentir, et du coup on a un regard, t'as capté quoi. Et donc en fait, non, j'ai pas appris le management. Par contre, je pense que j'ai une grosse capacité à me remettre en question. Et j'ai aussi des convictions assez fortes. Tu vois. Et donc, du coup, ben, ces convictions-là, c'est comme les valeurs. Je trouve que les valeurs, elles viennent toujours du fondateur ou du CEO. T'es aligné, t'es pas aligné. En vrai, je m'en fous. La porte est ouverte. Il y a plein de boîtes. T'es pas content chez nous, c'est pas très grave. Enfin, je veux dire, on s'en fout. Enfin, tu vois, en vrai, on va pas se changer pour toi. Et si tu ne corresponds pas, c'est pas grave. En revanche, c'est si on peut modifier plein de choses, on le fait. En fait, je fais souvent, et je m'arrêterai là-dessus sinon je vais trop parler, mais on fait souvent un parallèle. Ça, c'était l'une des erreurs que j'avais remontée de ma première boîte. Je trouve qu'une vision de boîte, comme les valeurs d'une boîte, ça ne peut pas être challengé. C'est-à-dire, c'est le CEO qui l'a, il veut l'amener là, et soit tu arrives à être embarqué et ça te fait kiffer et tu es passionné par le truc, soit non, mais du coup tu pars ou tu viens pas. En revanche, le chemin pour y arriver, alors là, les mecs, je suis open. J'avais prévu d'y aller comme ça, mais en fait, il faut prendre le virage à droite, le virage à gauche, retourner, remonter, aucun problème. Par contre, là où est-ce qu'on va, il n'y a pas de sujet. Si on fait l'analogie avec le rugby, on en parlait au début, si tu manages une équipe où tu n'as que des bons éléments, en fait, tu n'as pas besoin de leur apprendre le rugby. Tu vas devoir manager un petit peu ta relation avec eux, la relation de eux entre eux d'ailleurs. Et ensuite, il y a le plan de jeu. Le plan de jeu, il n'est pas discutable, mais par contre, peu importe comment les mecs y marquent, du moment que ça respecte un petit peu l'intention du coach, j'ai un peu l'impression que c'est ça Mais tu sais, moi, c'est marrant parce que comme j'ai fait du rugby, du coup, effectivement, j'utilise beaucoup de choses autour de ça. Et j'ai tendance à dire, je fais souvent de parallèles en fait avec le chef d'entreprise sur soit le chef d'orchestre, soit effectivement une équipe de rugby. Globalement, le taf d'un manager ou d'un sélectionneur en rugby, au même titre qu'un chef d'orchestre, ce n'est pas d'être le meilleur joueur et d'être le meilleur technicien, c'est d'avoir la capacité de recruter les meilleures individualités, de les faire surperformer elles-mêmes dans un objectif collectif. Et donc, en fait, si tu arrives à faire ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, mon taf, ce n'est pas de les manager, ce n'est pas de leur apprendre, vas-y apprendre à Kylian Mbappé à faire une passe. Si tu veux, personne ne peut le faire, tu vois. Donc, en fait, tu lui apprends pas ça. Toi, ce que tu lui apprends, c'est comment potentiellement tu peux encore plus performer dans un collectif. Comment tu vas avoir un impact plus important dans un collectif. Et donc, du coup, mon taf au quotidien, c'est comment j'arrive à avoir cet équilibre où les associés, mais aussi les collaborateurs, se sont dans une situation où ils doivent continuer à performer et qu'ils ont envie de performer individuellement, au service du groupe. que pour eux ou pour leur équipe, pour un collectif. Et ça, c'est super dur. C'est du challenge quotidien, c'est du discours, c'est du recadrage, c'est du loupé. Mais ça, je trouve que c'est clé. Et c'est ce que j'essaie de faire en tout cas et que j'essaie de faire avec cette boîte. Et pareil, ça fait partie des choses. Mais chez nous, tu es super égoïste. Ça marche pas. C'est-à-dire, parfois, on va te demander d'aider des gars qui sont en galère. C'est pas ton équipe, c'est pas ton sujet. Ben ouais, mais on est une équipe en fait. On est DNG. Tu vois, que tu fasses de la strat, de l'opération, du club, ce que tu veux, on est une équipe. Et du coup, on bosse tous ensemble et on avance quoi. Et ça, si ça marche pas, ben du coup, ça marche pas quoi. Tu vois, mais le collectif est super important. Ouais. Tu parlais tout à l'heure du feedback. Il y a un peu deux façons de voir du feedback. Il y a un peu le premier qui implique un biais du survivant, c'est analyser ce qu'on a fait, qui a fonctionné et essayer de le répéter. C'est bien, mais du coup, il faut être sûr de bien comprendre ce que l'on a fait et de bien comprendre pourquoi ça a réussi. On n'est pas toujours en maîtrise de tout ce qui nous arrive. Et après, il y a le post-mortem, où on analyse des choses en fait qui se sont mal passées. Et moi, je trouve qu'en fait, le post-mortem, même si c'est peu intuitif, ça permet vraiment de fédérer une équipe, de passer du temps sur les erreurs. Comment toi tu gères tout ça à titre personnel et dans le management avec des rockstars avec des A-players parmi tes collaborateurs? Comment tu gères tout ça? En fait, il y a un truc, ma première boîte, parce qu'en fait, je l'ai vendue, mais je l'ai tellement mal vendue que pour moi, je considère que c'est un échec. Tu vois, j'étais parti avec une ambition là, et en fait, je suis reparti avec rien, tu vois, avec des dettes que je continue d'ailleurs à rembourser, tu vois. Donc globalement, ça n'a pas été bête parce qu'en fait, j'avais pas de cash pour lancer la boîte, donc j'ai fait un prêt étudiant en disant que je faisais un MBA. J'ai pas fait le MBA, mais j'ai fait le prêt étudiant et le prêt étudiant, ben, je le rembourse encore. Et donc en fait, l'un des éléments, je trouve, qui est super important là-dessus, c'est que quand cette boîte-là s'est arrêtée, j'ai vécu ça comme un gros échec. Et quand je vois comment DNG se développe, en fait, j'ai réalisé, mais du coup, tu vois, ça a pris 4-5 ans, quoi, que globalement, DNG ne pourrait pas se développer comme ça se développe si j'avais pas
fait cet échec de cette manière-là. Et donc, du coup, maintenant, je n'en parle presque plus comme un échec, j'en parle comme une étape. Tu vois. Et donc, du coup, chez DNG, je ne sais pas si on le formalise bien, mais en tout cas, on essaie de créer une culture de valorisation de l'échec. Parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi quand tu arrives à faire ça? C'est-à-dire que déjà, tu es face à, normalement, si tu le fais bien, c'est-à-dire que tes collaborateurs, déjà, n'ont plus peur de prendre d'initiative. Ils n'ont plus peur d'essayer. Ils n'ont plus peur de sortir du cadre. Parce qu'en fait, à la fin des fins, ce qui compte, c'est d'avoir essayé. Et si on s'est planté, l'avantage, c'est qu'on va le savoir très vite. Mais du coup, on va apprendre plein de choses. Et ce plein de choses, on va le partager. On va dire ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, de manière assez transparente à tout le monde. Et du coup, on va apprendre que la prochaine fois, soit on ne fait pas ça, ou soit on le fait différemment. Et donc, du coup, je trouve que le mieux dans une boîte, c'est presque d'avoir des échecs. C'est ce que je veux dire, parce qu'en fait, ça veut dire que tu tentes des trucs. En revanche, ce que je déteste, et ça fait partie des choses que très souvent, c'est deal breaker très rapidement avec des collaborateurs, si ça arrive, c'est le cadenas sous le tapis, quoi. C'est-à-dire, il y a une merde, oula, j'ai pas envie de me faire voir, je la mets sous le tapis, puis en fait, ça s'accumule, puis après, ça remonte toujours, parce que de toute façon, ça remonte, mais quand ça remonte, c'est la guerre. Et ça, c'est l'enfer. Parce qu'en fait, tu peux plus gérer. Tu es juste dans une question d'urgence, la relation client est difficile, tu l'avais pas vu, etc., etc. Et la confiance, ça te casse la confiance dans le groupe de ouf. Mais ça casse la confiance avec la personne, ça casse la confiance avec le client, sauf que le client, que ce soit ton collaborateur ou toi, lui, il a la marque DNG, donc il s'en fout à la fin des fins, et il a raison, c'est toi le responsable. Alors qu'en fait, il y a une merde, ok, mais on se met autour de la table, et une fois plus, on est ensemble dans un collectif, et on avance. C'est, tu vois, par exemple, tu as des mecs, et tu l'as déjà vu, moi ça m'est déjà arrivé, tu es dans l'embut, tu fais un en avant. Ah, putain, t'es sacrément con, l'effet il était tout fait, tu trébuches, tu fais un en avant. Ben, tu as deux façons de faire, c'est soit tes mecs ils t'insultent, ils te tapent dessus, et du coup, tu peux être sûr que la prochaine fois, tu vas même pas vouloir prendre le ballon parce qu'en fait, tu vas avoir peur de faire une erreur. Ou ils t'encouragent et la prochaine fois, pour eux, tu vas avoir envie de le faire. Tu vois. Mais là, c'est la même chose, en fait. On met pas de cadenas sous le tapis. On dit quand ça va, on dit quand ça va pas. Et on valorise quand on se chie, parce que quand on se chie, ça veut dire qu'on a pris l'initiative. Et moi, je trouve ça génial. Trop bien. Et du coup, j'avais une question concernant le monde du conseil et le monde des agences de manière générale. Alors, ça n'est pas la même chose, mais en tout cas, j'avais une question. Quel est le plus gros asset d'une boîte de conseil? Est-ce que c'est ses sales? Est-ce que c'est ses clients? Est-ce que c'est ses compétences? Est-ce que c'est un mélange de tout? Toi, tu vois ça comment? Si tu avais vraiment, si tu dois identifier le point où il y a le plus de valeur pour définir asset. En fait, je vais te dire un mot, mais qui est un sous-jacent de plein de choses. En conseil, notamment en conseil, et c'est quand même différent de l'agence, mais en conseil en strat, c'est une chose, c'est la crédibilité. C'est uniquement ça. Et la crédibilité, tu l'as comment? Et c'est là où tu déclines, tu vois. Tu l'as par tes références historiques. Donc, du coup, tu sais que tu as travaillé sur des sujets spécifiques, avec des clients spécifiques, sur des problématiques spécifiques, véritables. Donc, tu peux prouver, je l'ai fait. Deuxièmement, c'est on va dire, un peu comme une marque, c'est un peu ton e-réputation qui, dans les cocktails ou en déjeuner, dit, j'ai entendu parler d'Engie, ils sont super, bosse avec eux, c'est génial, et ça, mais c'est de longue haleine. Et troisièmement, c'est tes équipes. C'est-à-dire, est-ce que les mecs que tu mets face aux clients sont crédibles? Et donc, en fait, ce n'est que de la crédibilité. Que de la crédibilité, une boîte de conseil. Et c'est pour ça que c'est des boîtes qui parfois, regarde par exemple McKinsey en ce moment, ça ne veut pas dire qu'ils ont perdu leur crédibilité, mais ils ont quand même perdu une grosse partie des marchés publics. Bah, c'était quand même plusieurs centaines de millions d'euros. Donc, globalement, ça a des impacts énormes. Tu vois, nous, aujourd'hui, quand on travaille avec des fonds d'investissement, on travaille sur des sujets confidentiels, même au sein de la boîte. À part ceux qui travaillent dessus, personne n'est au courant de ce qu'on fait. Parce que si les gens étaient au courant, ça fuite, les mecs ils vont voir un pote, je sais pas quoi, et en fait, potentiellement, tu donnes des informations que tu ne peux pas donner et tu perds en crédibilité immédiatement. Donc en fait, la crédibilité, qui est du coup basée sur ta réputation et le peu le bouche-oreille qu'on te donne, tes clients, donc tes références et ton équipe, en fait, c'est que ça. J'imagine très bien comment on peut perdre de la crédibilité, mais du coup, quels sont les leviers pour en gagner? Parce que j'ai l'impression que pour en gagner, il faut surtout ne pas en perdre. En fait, j'ai l'impression de ce que je. Alors, c'est un très bon moyen d'en gagner déjà. En tout cas, ça se confirme. En fait, et c'est pour ça que tu vois, c'est des boîtes totalement différentes des boîtes de conseil de la tech. Et c'est pour ça qu'il y a très peu d'investisseurs dedans. Donc, quand il y en a, c'est souvent pour acheter des boîtes. C'est qu'en fait, déjà, c'est le temps. En fait, la crédibilité, ça se gagne avec le temps. C'est-à-dire que il faut être en capacité de dire je vais pas signer 145 clients en un an, parce que si tu arrives à les signer parce que tu es un génie en sales et tu as un super réseau, à mon avis, tu vas pas être en capacité de les produire de manière très qualitative. Donc, dans tous les cas, ça va faire un flop assez vite. Donc, en fait, déjà, c'est le temps. La deuxième chose, et nous, ce qu'on a mis en place dès le début, c'est que par exemple, chez DNG,
comme j'étais pas, la plupart des mecs qui créent des boîtes de conseil, c'est des gens qui ont 45 ans, 50 ans, qui étaient associés dans une boîte de conseil, qui partent avec leur réseau. Tu vois, ils en ont marre d'être ils font leur truc. Moi, c'était pas ça, j'avais jamais fait de conseil avant, tu vois. Donc je me suis dit, il faut que je trouve une technique différente, tu vois. Et donc, ce qu'on a fait, c'est que mon premier recrutement, c'était Kim, et mon premier recrutement, c'était Kim qui était en charge de la communication et des événements. Donc, en fait, dès le départ, mon premier recrutement, c'est de dire, il faut qu'on soit vu sur une expertise, qu'on soit les meilleurs sur une expertise de niche, et donc c'était les DNVB, tu vois, avec une conviction très forte et qu'on le fasse savoir. Donc, il faut qu'on communique, il faut qu'on ait des contenus, qu'on ait des événements, qu'on crée une communauté, qu'on crée tout ça, parce qu'en fait, sans ça, on n'aura aucun critère différenciant, puisqu'on n'a pas les assets qui font souvent une crédibilité, le réseau, les références, etc., etc., tu vois. Et donc du coup, sans ça, effectivement, c'est super compliqué. Donc du coup, nous, ça fait partie des hacks que l'on a eu. C'est-à-dire, je me suis mis un peu en avant sur LinkedIn, mais tu vois, aujourd'hui, je suis pas là sur LinkedIn, c'est pas grave. Enfin, tu vois, le lead, il vient très peu de LinkedIn, finalement, pour nous. C'est la visibilité de la noto qui fait que quand quelqu'un nous contacte, DNG, ça dit quelque chose, mais c'est clairement pas là dont viennent les leads. En revanche, nos structures de com et d'événements, elle est super importante. Tu vois, on a une capacité, même hier par exemple, alors là, pas quand c'est publié, mais quand on a fait la soirée pour le baromètre hier, tu as le match du PSG, tu as les grèves, tu as la pluie, et tu as quand même 150 personnes qui viennent à une soirée. Tu vois. Sur 200 qui s'étaient inscrits, donc tu as un taux de présence qui est super fort. Tu vois. Donc en fait, et ça, effectivement, ça marche toujours super bien. Et pour nous, ça c'est l'un des hacks, on va dire, assez fort, qui nous permet en fait que le réseau se parle, quoi. Et tout ça, en fait, ça met en valeur une méthodologie de travail, un mécanisme, comme on dit en marketing, ça met en valeur ce que vous faites, non, quand même? Ben, en fait, c'est toujours pareil, ça revient à une culture, quoi. C'est-à-dire qu'historiquement, tu vois, moi je viens du B2C, et le B2C, pour le coup, les mecs en branding et en com, on est assez bon, tu vois, parce qu'on doit parler aux consommateurs, à des masses de consommateurs. Quand je suis arrivé dans le conseil et que j'ai ouvert un peu le capot, tu t'aperçois qu'en fait, les seuls moyens qu'ont les gens de communiquer, c'est je sors un cas client et je fais un livre blanc une fois par an. En fait, et moi je me suis dit, ok, comment je mets les codes du B2C dans le B2B? Et du coup, donc les visuels doivent être shiny et colorés, il faut qu'on craque un peu LinkedIn là-dessus, il faut qu'on donne du give to take, donc on donne beaucoup d'infos pour récupérer du lead. Enfin, tu vois, c'est juste des mécaniques qu'en fait la plupart des gens historiquement n'avaient pas. On crée un écosystème, on crée un club. Tu vois, en fait, c'est des choses en fait, on a essayé de hacker le truc, quoi. Tu vois, mais tout en ayant une logique, une fois plus, de bâtir ces fondations de crédibilité parce que, contrairement à ma première boîte où je m'étais dit je lève des fonds et à 3-4 ans, franchement, je suis une star, j'ai levé des fonds, ma boîte elle vaut 200 millions, tu parles, la value zéro. Là, je suis parti sur un plan à 10-15 ans. Et donc, quand tu pars sur un plan perso à 10-15 ans, ok, quand tu vois ton objectif, tu vois, moi je m'étais mis d'objectif, ok, à 15 ans, je veux que ça en fasse combien de CA, parce que si je fais tant de CA, ça va faire tant de rentabilité, et si je fais tant de rentabilité, la boîte vaudra tant. Mais en fait, quand tu redescends à l'année, année après année, ça veut dire que je dois faire une croissance de 20 à 30% par an. Mais quand tu dis ça à un mec qui a été habitué à faire de la tech, et du coup à lever des fonds et faire 400% de croissance par an, en fait, ben, t'es détente. C'est super détente, tu vois. Et donc du coup, ça marche. Enfin, entre guillemets, t'es détente, non. Mais surtout en ayant un objectif comme ça, on va dire plus atteignable et sur un temps long, ben comme par hasard, on fait beaucoup plus que ce qu'on avait prévu de faire. Parce que tu vois. Ouais, bien sûr, clairement. Bah, oui, ça me parle beaucoup. Et par rapport à ça, quel est ton cycle client? Est-ce que ton client, il te mandate pour une mission et ensuite après, ben, potentiellement, il n'est pas obligé de faire appel à toi pour la suite? Est-ce que justement, tu as des clients qui du coup prennent en réflexe le fait de vous consulter sur chacun de leurs enjeux? Comment tu gères un peu ta LTV à l'intérieur du groupe parce que vous avez aussi différentes activités? Alors, bah, c'est une super question que tu poses parce que c'est le nerf de la guerre des boîtes comme les nôtres. Et donc en fait, c'est pour ça que dès le début, on a commencé nous par la brique stratégique. Et après, on a créé le club pour créer cet écosystème. Et après, on a créé la brique opérationnelle qui nous permet du coup soit de faire de la stratégie et après d'accompagner la mise en place opérationnelle, soit de rentrer par de l'opérationnel et d'avoir des besoins de stratégie. Donc, on a essayé d'essayer à notre petite échelle de dire quand on rentre quelque part, il faut qu'il se passe quelque chose et qu'on peut pas partir tout le temps, quoi. Tu vois, donc il faut qu'on fasse ça. Donc ça, c'est une chose qui nous permet effectivement d'avoir un peu plus de recurring. En revanche, et ce qui est très compliqué pour des boîtes de notre taille en conseil, c'est que
il faut avoir en tête que la plupart des grosses boîtes de conseil, quand je dis les grosses, c'est celles qui font plusieurs centaines de millions ou milliards. Donc, c'est des très grosses boîtes. Comment elles fonctionnent? Elles ont des contrats cadres dans des grosses boîtes CAC 40, SB 120, chez lesquelles elles sont référencées. Et donc, déjà, toutes les demandes de la boîte, ils les ont. Ils ont des contrats de plusieurs millions par an pendant plusieurs années. Donc en fait, déjà, ils commencent l'année, ils ont entre 30 et 50, 60% de leur chiffre d'affaires qui est fait. Du 1er janvier, tout le monde est payé. Maintenant, on va aller chercher la rentabilité. C'est pas le même stress. Ouais, c'est clair. L'énergie, c'est pas la même, ouais, ça c'est sûr. Nous, c'est pas le cas encore. Tu vois, on commence à avoir de plus en plus de contrats récurrents, mais on est vraiment dans une logique, et comme en plus on est dans une logique de croissance assez forte, mais du coup, tu as toujours cette schizophrénie dans nos métiers. Je dois être en capacité de signer un client alors que j'ai pas les équipes pour le produire, et j'être en capacité de recruter des collaborateurs alors que j'ai pas forcément les clients pour le faire bosser. Tu es obligé d'être schizophrène. Sinon, c'est l'œuf et la poule tous les jours. Tout le temps. Et sinon, tu ne grossis pas. Et donc, en fait, parce que là, typiquement, aujourd'hui, on a un peu sous-staffé, enfin, on a pas assez recruté, mais tu vois, on me dit non à 2-3 missions par semaine parce qu'on n'a pas assez staffé le mec. En vrai, c'est chiant. Tu vois. Et en même temps, si on dit tout le temps oui, ben en fait, le client va pas être content et donc on retrouve la crédibilité. Et du coup, vraiment, notre sujet, c'est ça. C'est comment c'est déjà rentrer sur des plus gros comptes. Parce que quand tu rentres sur des comptes plus petits, c'est-à-dire moins de 10, 15, 20 millions, tu es sur des premiers contrats qui sont plus petits, mais surtout avec une espérance de gain futur qui est plus petite qu'un grand groupe, bien évidemment. Alors par contre, ceux-là, tu peux les signer en 2 semaines. Mais les autres, ils prennent plus de temps. Mais quand tu es bon, potentiellement, c'est plusieurs centaines ou plusieurs millions d'euros dans la durée. C'est pour ça que dans tous les cas, c'est des business de temps long, de relations humaines, de travail, etc. Par contre, c'est le nerf de la guerre et c'est super dur. Et j'ai rarement une visibilité de chiffre d'affaires garantie à plus de 2-3 mois, quoi. Ouais. Donc en fait, c'est tout le temps dans une recherche de business. Tu vois, la date, tu vois, on est quoi? On est début mars, je dois avoir 30-40% de mon CA annuel qui est sécurisé. Mais c'est pas du tout 100% ou 60-50%. T'es pas en avance, t'es pas en retard, t'es pile poil dans Ouais, on peut le voir comme ça. Mais à l'inverse, comme je recrute pas mal, mais du coup, en fait, il faut que tu vois, c'est sûr. tout ça. Donc en fait, la difficulté, elle est là-dessus. Et du coup, elle est aussi dans le financement. Parce qu'en fait, quand tu recrutes des collaborateurs, mais en fait, par définition, tu les formes, donc ils sont pas staffés immédiatement. Donc en fait, tu as un collaborateur qui arrive, si en plus tu es un recruteur ou un chasseur à payer, tu vas le payer 2-3 mois avant qu'il commence à générer de l'argent, entre guillemets, pour la société, et tes clients te paient entre 2, 3, 4 mois, quoi. Donc en fait, tu as un écart de 6-7 mois de trésorerie, et quand tu es autofinancé, c'est chaud, quoi. C'est un peu tendu, et donc effectivement, oui, ça fait partie des sujets de complexité dans nos métiers, de savoir comment équilibrer le sales et le RH. Et le meilleur moyen d'y arriver, c'est d'avoir des contrats long terme avec des plus gros comptes où tu sais que tu vas être payé, tu sais que ça va bien se passer et tu sais que tu as un potentiel de développement de business assez fort. En revanche, c'est lent et c'est difficile, notamment pour des boîtes comme nous. Est-ce que justement, en étant en contact de financiers, de VC, de fonds au quotidien, t'es pas tenté quand même de lever pour DNG, de lever Pas pour du tout. conseil? Pas du tout. Pas du tout. Ok. Parce que c'est quoi ton expérience passée? Vraiment, pas du tout, parce qu'en fait, j'ai découvert quelque chose que je connaissais pas, parce que j'avais jamais eu une boîte rentable. C'est qu'en fait, quand tu as une rentabilité, mais quand par hasard, en fait, tu as plein de financements que tu ne pensais pas possibles et qui existent. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'ai des lignes de découvert colossales. J'ai des prêts à des super taux que je peux faire très facilement parce que je suis rentable et donc du coup, tous les ans, mes capitaux propres augmentent. Et donc, en fait, une fois que tu t'es dit ça, en fait, c'est juste, une fois plus, ça prend du temps. On en revient à ça. Tu vois, pareil, tu travailles avec des gros clients. Tu travailles par exemple, tu vois, on a travaillé avec Danone. Tu travailles avec Danone, je peux te garantir que tu vas demander de la facturage pour être payé dès que la facture est éditée. Comme par hasard, alors oui, tu perds 2-3 points sur ta facture. Mais comme dans ta croissance, 2-3 points, tu préfères les perdre, mais avoir ton cash immédiatement, mais tu le fais. Mais quand tu travailles avec des plus petites sociétés, les sociétés de facturage ne te financent pas. Et donc en fait, tout est lié. Plus tu as des plus gros clients, plus ton business est sécurisé et plus tu peux te développer et plus en plus ta question de cash est résolue rapidement. Ah, c'est hyper vertueux. J'ai une dernière question. Est-ce que tu peux nous expliquer comment justement ton groupe, comment tu l'animes et comment il sert les intérêts de ta boîte de conseil? Parce que je trouve que c'est pareil, c'est brillant comme idée de rassembler tes clients. Il y a beaucoup de gens qui veulent cloisonner, surtout pas que les clients discutent entre eux ou les opportunités de business. Je parle de clients, mais
Du coup, vous n'êtes pas là-dedans, vous les mettez tous au même endroit, au même moment, et vous les faites discuter de leur industrie, quoi. Ben en fait, nous déjà, on a la chance de travailler sur des secteurs assez confidentiels. Donc généralement, un client face à un autre client va lui dire s'ils sont contents ou pas contents, mais va jamais vraiment lui dire ce qu'on a fait. Parce qu'en fait, les sujets sont souvent confidentiels et donc du coup, ils ne vont pas se le dire. Donc en fait, c'est pas ah mais toi, ton agence d'acquisition, elle te prend combien de pourcentage et toi non, nous c'est pas ça. Donc en fait, généralement, les sujets sont tout le temps, très régulièrement en fait personnalisés. C'est en fonction d'un besoin précis, d'un staffing précis. Donc en fait, il y a très peu de comparaisons généralement que tu peux avoir. Donc déjà, il n'y a pas de problème. Et puis même si il parlait de prix. Moi, en fait, je m'en fiche, tu vois, c'est pas grave. Nous, on délivre de la valeur, on vend pas un prix, on vend de la valeur. Ouais, bien Donc, sûr. en fait, si tu as envie d'avoir accès à cette valeur, aux références que l'on a travaillées, aux données que l'on a, à nos collaborateurs, ben, dans tous les cas, il y a un prix, t'es pas content, tu veux pas, c'est pas grave. On travaillera ensemble dans 6 mois, dans un an, enfin, il n'y a pas de problématique. Donc, en fait, nous, on est plutôt dans une logique de dire que, typiquement, la soirée qu'on a eue hier, tu avais des fonds d'investissement, des corporates, des DNVB, mais en fait, tu as eu des gens qui d'habitude se parlent pas du tout et là se sont parlé, ont créé du réseau. Et ça, c'est extraordinaire en fait. Tu vois, c'est extraordinaire de voir ça et de le développer. Et du coup, les gens, quand ils rentrent dans ton groupe, ils sont déjà clients. Pas Ils du sont... tout. Comment ça se passe? Non, non, pas du tout. C'est-à-dire qu'en fait, le but, c'est on essaie, et c'est ça aussi qui crée une certaine schizophrénie, c'est qu'en fait, on a deux choses. C'est dans tout ce qu'on anime autour du club, il est primordial pour nous que l'intérêt du club et des membres du club qui ne sont pas forcément des clients soit bon. Donc, ils viennent là pour apprendre des choses, pour faire du réseau. Et dans le lot, ben, si on arrive à identifier des besoins et qu'on arrive potentiellement à leur vendre des missions, tant mieux. Mais la vocation du club et de notre écosystème, elle n'est pas de vendre des missions en interne, elle est de leur apporter de la valeur. Et donc, en fait, c'est toujours cette crête à ses limites. C'est-à-dire que si on est trop pushy en sales, on va très certainement plus vendre, mais les mecs vont se barrer parce qu'ils vont se dire que c'est qu'un outil commercial. Et si on n'apporte pas du tout et qu'on ne vend pas du tout, mais pour le coup, on met quand même beaucoup d'efforts pour pas vendre. Et donc, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'il y a une règle, mais pour nous, qu'on s'applique à nous, mais aussi à tous nos partenaires qui sont dans ce réseau et qui interviennent. On ne fait jamais de démo produit, on ne fait jamais de démo client. On apporte avec des études, on crée de la valeur. Donc, quand nos consultants arrivent, par exemple, ils vont faire 1 heure d'atelier sur le modèle économique, mais ils vont dire, voilà comment DNG pilote le modèle économique et comment vous devriez le piloter. Et il y a une demi-heure de questions-réponses, mais à bâton rompu. On ne dit pas, ah ça, je te le dis que si tu paies, Ouais. on te dit tout. Mais en fait, les gens, ils vont pas parler de leur cas précis dans ce cas-là. Ils vont quand même, si c'est Ah en mode si, c'est ça qui est question-réponse. génial. T'es avec des mecs, en fait, ils te donnent leur marge, leur coût d'acquisition, ils donnent tout. Ils donnent tout parce qu'en fait, ils sont dans un environnement de confiance. Et donc, nous, en fait, ce qu'on part du principe, c'est pour vendre du conseil, il faut donner du conseil. Ça, c'est simple. Et donc, en fait, si on donne du bon conseil, ben, les mecs, a priori, vont dire, ces mecs, ils ont pas l'air trop cons. J'aimerais bien travailler avec eux et je vais les questionner. Et donc, c'est comme ça que ça se passe, en fait. Tu vois. Mais si on arrive en disant, alors, DNG, ça fait ça, et ça, j'aimerais te le vendre, ben, en fait, les mecs, ils viennent plus jamais. Ça marche pas. Donc, en fait, c'est ça, on essaie vraiment d'avoir cette distinction très forte qui, on l'espère, marche bien. Parfois, on doit se louper, très certainement. Mais en tout cas, on essaie que ça fonctionne. Et voilà, effectivement, la clé, en fait, c'est-à-dire d'abord, tu crées la valeur aux gens. Et après, tu espères à un moment donné que ça retombe. Donc, tu vois, plus on est sur du long terme. Trop bien, trop bien, trop bien. Du coup, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite? C'est quoi les prochaines étapes dans Bah les écoute, prochaines semaines, les prochains mois? de survivre à ces aléas économiques que l'on ne maîtrise pas, que l'on n'anticipe pas et que l'on subit tous. Donc j'espère que au global, la consommation va être plus durable, mais va continuer quand même à performer. Et du coup, que nos marques vont continuer à faire du business, parce que si elles font du business, a priori, elles auront besoin de nous. Donc en fait, que tout est lié. Et donc que globalement, ce que je peux me souhaiter et nous souhaiter, c'est qu'on soit en bonne santé et qu'il n'y ait rien qui nous tombe de plus sur la tranche parce qu'il y en a déjà pas mal. Donc, et si on a ça, a priori, on va s'en sortir. Tu vois. Bon, trop bien. Du coup, maintenant, si on veut suivre ton travail, est-ce que donc, déjà, si est-ce que vous avez communiqué sur le bilan, enfin votre analyse Alors, 2023, est-ce que c'est quelque chose de public? ouais, c'est quelque chose de public. Il faut juste, parce qu'on n'est pas trop idiot, de donner son email. Mais effectivement, ouais, c'est public. Et donc, en fait, là, globalement, c'est assez simple. Si vous voulez nous avoir un peu plus d'infos sur nous, vous allez sur digitalnativegroup.com ou sur LinkedIn, Vincent Redrado, ou pareil, Digital Native Group sur LinkedIn.
Et là, vous avez toutes les informations de qui on est, ce qu'on fait. Si vous voulez rentrer en contact avec moi, mais soit directement sur le site ou sur LinkedIn, n'hésitez pas. Et on pourra échanger. Et dans tous les cas, l'avantage de notre réseau, c'est qu'il y a plein de choses qu'on ne sait pas faire. Mais quand on ne sait pas faire, généralement, avec notre réseau, on connaît des gens qui savent faire. Et donc, du coup, on vous met en relation, bien évidemment, quand on ne peut pas intervenir ou qu'on ne sait pas, avec des gens qui sont sachants et qui peuvent vous aider. Trop bien. Bah, c'est noté, on mettra tous les liens et j'ai hâte de lire. Je mettrai mon email pour recevoir ce guide de 2023. Merci beaucoup Vincent, c'était vraiment un plaisir. J'espère que les gens qui ont écouté le podcast ont autant apprécié que moi. J'ai appris plein de choses, donc je suis très content, je commence très bien la journée. Mais merci beaucoup pour ton invitation, c'était un bonheur et à très bientôt. À bientôt, ciao ciao. Ça y est, l'épisode est terminé. Si tu es encore là, c'est que l'échange avec mon invité t'a certainement plu. Et la meilleure façon de le remercier, de me remercier, c'est de nous mettre un like ou un commentaire sur YouTube, ainsi que 5 étoiles sur Apple Podcast. Comme je te l'ai déjà dit, ça nous amène de la notoriété et ça nous permet d'avoir encore plus d'invités toutes les semaines à te proposer. N'hésite pas à me suivre et à me contacter sur les réseaux sociaux, je réponds à tous les messages et je suis à ta disposition si tu veux discuter des différents sujets du podcast. J'ai plus qu'à te remercier pour ta fidélité. C'était Gérald. Bonne semaine.